Eh bien, bonjour à tous et à toutes pour ce 27e épisode de l'entonnoir du Bitcoin. Aujourd'hui, en premier sujet, on va avoir un petit récap des annonces qui ont été faites à Miami, la grosse conférence Bitcoin 2022 qui a eu lieu cette semaine. En deuxième sujet, on va parler de Taro, qui est un nouveau protocole pour émettre des assets sur Bitcoin et sur Lightning. Et enfin, on a Antoine avec nous qui va nous parler de Miniscript. Donc, si ça vous va, on va commencer directement par un petit récap des annonces de Miami. Alors, que je retrouve ma petite liste. Alors, en premier, on va commencer par petit. On a Hyperviews. On en a sûrement déjà parlé ici. Ils ont annoncé un navigateur web complètement pair à pair pour faire plein de trucs sans plein de boîtes. Enfin, euh, les vidéos de chat sans Zoom, Google Docs sans Google, toutes sortes de conneries. Et ils devaient annoncer le 7 avril, release de leur première version. Et bon, ils ont juste fait un petit announcement discret, donc on ne sait pas trop où est la release, mais ils ont du retard, quoi. Et En surtout, ils ont deuxième, rediffusé. Attends, juste, c'est marrant parce qu'ils ont rediffusé sur scène qu'ils avaient déjà diffusé sur YouTube. Donc, ouais, je parce me que demande si on n'est pas à deux doigts du Vaporware ou bon, faut patienter. Voilà. ouais, parce qu'en fait, ils avaient déjà annoncé le truc plusieurs mois avant, et en fait, leur announcement, c'était juste, je sais pas, en fait, c'est pas vraiment un announcement, donc on était déjà au courant, quoi. On attendait juste la release le 7 avril, et au final, on a juste eu la même chose qu'on connaissait déjà. Donc, bon, nous, on attend ça avec impatience pour tester, parce que ça promet quand même de grandes choses. Et ouais, juste pour le petit rappel, ce navigateur, en fait, il utilise le Lightning Network pour mettre en relation les pairs. Et après, il discute directement entre pairs pour faire des documents collaboratifs, appels vidéo, etc. Donc ça consiste Après, à on rajouter a... plein de trucs. Ouais, ouais. Donc ça consiste à rajouter encore plein de trucs sur Lightning. Donc quand il y a le camp qui dit ça doit être que des paiements, là on repart sur l'idée, on va foutre des images, des dossiers et des appels téléphoniques sur Lightning. Non, C'est non, ça? non, du tout. Non, non, faut pas Non, déconner. non, non, du tout, du tout, du tout, du tout. Et c'est juste la rencontre entre les pairs qui se fait sur Lightning. Donc en gros, tu fais un mini paiement pour dire vas-y, tu peux me contacter à cette adresse, viens, on lance un truc, et après tout se fait en dehors de Lightning. C'est juste pour la rencontre des pairs. Ok, Il y a nickel. aucune donnée autre qui passe par là. Ouais, ça serait vraiment pas viable sinon. Après, on a Samson Mow, le pote de Lina, qui a annoncé fonder sa nouvelle boîte qu'il a appelée Jang Free pour 3 janvier, vous connaissez tous. Et qu'en gros, c'est les chefs des 3 cailloux perdus dans l'océan qui ont fait le déplacement exprès pour attirer en personne les grosses whales chez un peu shitcoiner de l'événement, en annonçant détaxer complètement BDC et sans parler de grand chose d'autre. Donc c'est pas mal. Il y a une île du Portugal, il y a 2 îles des Caraïbes, il me semble. Mais bon, rien de folichon, si vous Le voulez mon Mexique, quand avis. même s'il n'y a rien qui est fait, le Mexique, c'est important. Ouais, mais le Mexique, la meuf, c'est juste une sénatrice qui est venue dire, ouais, on va voir pour faire une deal et on va discuter avec le président, quoi. Il y a vraiment rien qui est fait. Mais c'est quand Non, même mais Jésus, un peu faut le dire, intéressant. quoi. Voilà. Ouais, ouais. En troisième, on a eu Adam Back, un petit peu au bord du suicide quand même, qui a annoncé faire un partenariat avec la nouvelle boîte du vieux Jack, celui de Twitter, donc la boîte Blocks, dont on a déjà parlé, pour utiliser le réseau d'électricité de panneaux solaires de Tesla pour miner, un peu off-grid. Donc ça, avec Guillaume, on n'était pas sûr de l'announcement, tellement, enfin, il était tellement déprimé quand il l'a fait qu'on n'a pas compris grand-chose. Mais apparemment, il n'y a pas de partenariat avec Tesla, juste ils vont utiliser leur technologie. Si tu me confirmes ça, Guillaume. Ouais, carrément. Et donc, en fait, ouais, il n'y a pas du tout de partenariat avec Tesla, parce qu'il y avait quelques tweets qui étaient un peu putaclic en disant que c'était un partenariat entre Block,
euh, Blockstream et Tesla, ce qui n'est pas le cas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est cet aspect un peu off-grid. Après, bon, faut bien comprendre que miner avec du solaire et des batteries, c'est pas du tout viable économiquement, en tout cas pas pour l'instant. Donc c'est pas forcément une bonne idée, c'est plus une publicité un peu pour pour pas que les régulateurs s'attaquent trop à Bitcoin. Après, j'ai plus les chiffres en tête, mais il faut bien comprendre que par exemple, ils utilisent, je dis n'importe quoi, mais 1,3 mégawatts de solaire juste pour avoir 80 pétah sur Bitcoin. C'est-à-dire qu'en gros, il leur faut 3 fois plus de capacité que ce qu'ils devraient avoir normalement. Donc c'est vraiment un test que gigantesque. Il n'y a rien de faisable à ce niveau-là. Mais bon, voilà, comme je dis, c'est off-grid. C'est une expérience pour que les hommes politiques nous lâchent un peu la grappe. Donc, on verra bien ce que ça donne. Ouais, et je m'attendais vraiment à un annoncement un petit peu plus huge. Il l'a vraiment fait en mode déprimé. Il est parti 10 secondes après l'avoir fait, les bras volants, tu vois. Donc, bon, quoi, je sais pas trop quoi en Ah, tout le penser monde non est plus. marié à Alina, quoi. C'est ça que tu veux dire. Un peu. Et en beaucoup plus gros truc, là, quand même, on va pas se mentir, il y a le jeune Jack, aka Jack Chad, évidemment, qui a annoncé un partenariat avec Shopify pour emmener le paiement Bitcoin sur tous les sites d'e-commerce qui utilisent cette solution. Donc maintenant, enfin, pour ceux qui veulent, ils peuvent demander à avoir accès au plugin en fait Shopify pour utiliser Strike et accéder les paiements Bitcoin et totalement seamless pour le marchand parce que lui, c'est le gros point fort de Strike. Eux, ils vont pouvoir recevoir directement des dollars dans leur caisse. Moi, j'ai une question. Pour moi, comme Strike, c'est réservé qu'à certains endroits, notamment les États-Unis. Genre en France, un marchand utilisant Shopify ne pourra pas utiliser cette solution. Bah, j'ai rien vu qui disait ça, mais c'est un plugin normal Shopify et il n'y a pas besoin de Strike pour l'utiliser. Ça sert juste à générer enfin, l'invoice Lightning en gros. Donc à voir, à voir. Je pense que c'est un peu comme OpenNote par exemple. Moi j'utilise OpenNote pour le Shopify de Découvre Bitcoin. C'est juste un plugin, tu le prends et après par contre tu dois passer le KYC chez OpenNode. Donc si c'est dans la même logique, en fait on peut tous mettre le plugin. Après par contre si tu veux le KYC pour avoir l'option de transformer directement tes Bitcoins en euros, là il faut être KYC. Alors ça c'est pas pareil. J'avoue que je l'ai pas testé. Je pourrais le tester si vous voulez la semaine prochaine. Ouais, mais je pense qu'il y a forcément un KYC chez le marchand. Je pense pas forcément que. Ah, si, peut-être que tu peux récupérer directement en Bitcoin. Mais par contre, il n'y a pas de KYC pour le client au niveau du paiement en Bitcoin. Contrairement à ce que fait BitPay, hein, je vais faire remarquer, on a parlé du fait que BitPay acceptait mat- dès à présent Lightning, Ouais, ouais, mais à c'est un chaque des paiement sujets juste BitPay, il après. faut, ouais. Ouais, on reviendra dessus dans 3 minutes. Et enfin, ouais, si. Ensuite, Waza, petite histoire de la carte bancaire et explication de pourquoi Bitcoin est meilleur. Donc, il nous a fait une magnifique keynote sur comment fonctionnent les cartes bancaires et pourquoi Bitcoin c'est mieux, en gros. Et si je peux vous résumer à peu près ce qu'il a Ouais, expliqué, non, ça on est Bitcoin, ça fait pshou à la vitesse de la lumière et pas les fiat. Ouais, allô? Ouais, non, c'était très bien dit. C'est pour Ok, lui, bien. 15 minutes, il nous a fait du Waza à droite et à gauche. Et du coup, à la fin de cette explication, boum, il a annoncé un partenariat avec une des plus grosses boîtes de point of sale du monde. Vous savez, c'est les petits trucs qui servent à lire les cartes bleues dans les magasins. Et du coup, et avec une autre grosse boîte qui fait des caisses automatiques aux US, ce genre de trucs, pour accepter, enfin, utiliser Strike directement dans énormément de magasins physiques. Donc ça c'est assez huge, parce que, enfin, encore une fois, c'est que aux US pour l'instant, mais ça peut amener le paiement en BTC dans énormément de magasins, de gros magasins où, enfin, où on va aux US.
Donc, je sais pas ce que vous en pensez, vous, un petit peu de cette annonce qui a été quand même assez nulle. Bah, moi, je reste convaincu, vu que personne ne veut prendre la parole. Moi, je reste convaincu que j'ai pas envie de dépenser mes bitcoins pour l'instant. Que mon seul objectif, c'est de stack un maximum. Et que, bon, voilà, c'est huge pour l'adoption et tout, ça, y a pas de souci. Moi, personnellement, je vais continuer à stack. Mais après, effectivement, pour les gens qui veulent utiliser Bitcoin comme un moyen de paiement, je pense que c'est super. Et je pense qu'encore une fois, sur un niveau plus personnel, ce qu'est en train de faire Jack Mallers, c'est absolument incroyable pour l'écosystème. À lui tout seul, il est en train de carry vraiment l'image de Bitcoin auprès du monde entier. Et juste pour ça, voilà, c'est incroyable et je pense qu'il faut le remercier parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Ouais. Et je suis pas complètement d'accord avec ce que tu dis à propos de stack tout ça. Je trouve que c'est quand même vachement important de enfin, faire tourner l'économie, quoi. Il faut payer en Bitcoin un maximum et tout. Même si en contrepartie, tu vois, je sais pas, toutes les semaines, tu te rachètes du Bitcoin pour compenser ce que tu as dépensé. Mais je pense que c'est important de le faire tourner, et de l'utiliser un maximum dans tes paiements, tout ça. Bah, totalement, voilà, c'est chacun fait ses choix dans le libre marché et on verra bien les stats dans un an. Mais je pense que personnellement, je pense que c'est encore trop tôt pour que les gens pensent vraiment à utiliser Bitcoin comme un moyen de paiement. Et je pense que dans un an ou dans 2 ans, on va se rendre compte que ça marche peut-être pas aussi bien que ce que les gens espèrent. Mais comme j'ai dit, voilà, moi je suis pas du tout contre et tout. C'est huge pour l'adoption. Je dis juste que moi personnellement, je l'utiliserais pas forcément si j'en avais la possibilité, quoi. Je suis d'accord avec toi que c'est important pour l'écosystème à terme. Mais je pense que c'est trop tôt. Mais Ouais, je veux juste oh, excuse-moi, j'ai coupé quelqu'un. oui, Je pense juste à un truc, c'est que il y a trop une image de Bitcoin Store of Value et tu vois pas mal de gens qui disent ouais, je crois Bitcoin Store of Value, etc. Mais genre, mais pas pour l'utiliser, pour dépenser. Et je pense que ça fait beaucoup de place aux altcoins, alors qu'on a des solutions qui permettent de le faire, surtout pour des personnes comme nous qui sont un petit peu habituées à Bitcoin. alors moi dans ce qu'a dit, enfin dans l'annonce de Jack Mallers, si on considère toujours le Bitcoin comme store of value et qu'on ne veut pas dépenser ses Bitcoins, ce qu'il y a de révolutionnaire, c'est que en fait les paiements mainstream pour acheter ta canette de Coca ou ton paquet de lessive, ça va passer sur iCrypto et ça attaque en frontal des industries qui sont établies depuis 50 ans, des cartes bancaires où les mecs prennent 3% sur chaque transaction. Et même s'il n'y a que des dollars qui vont circuler, derrière, c'est du rail Bitcoin et ça disrupte une industrie énorme. Et rien que ça, c'est monumental parce que là, ça rentre dans la vie des gens, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens, ils vont savoir que ça va passer sur du rail crypto. Euh, enfin, je trouve ça énorme. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve ça ouf, c'est que les trois quarts des gens qui vont l'utiliser, ils vont pas savoir qu'ils utilisent Lightning du coup. Même le marchand, quand il va l'accepter, il aura zéro idée qu'il utilise Bitcoin ou Lightning. Mais quand nous on payera avec n'importe quelle wallet, il va recevoir ses euros, mais finalement tout est fait dans le background avec Lightning. Et ça, je pense que c'est vachement sous-estimé. Et j'avais une autre question par rapport à Strike. Est-ce que c'est possible pour le marchand donc on le paye en euros et lui, il veut automatiquement que 20% de tout ce qu'il touche soit mis en Bitcoin? Et comme ça, finalement, c'est une façon facile pour lui de stack en Bitcoin automatiquement sans passer par un échange. En mode, à chaque fois qu'il vend de la marchandise en dollars, il récupère automatiquement des Bitcoins. Ça va dans les deux sens ou pas? Juste pour être sûr. Je pense que oui, Strike permet de récupérer les bitcoins directement parce qu'ils ont quand même leur wallet Bitcoin intégré. Tu sais, avec ton payment Bitcoin, tu peux choisir le pourcentage que tu veux récupérer en fiat et en Bitcoin. Je pense que ouais, tu peux choisir de récupérer du Bitcoin. Ok, nickel. Ok, ouais, du coup, un des derniers trucs, enfin, importants qui s'est passé, c'est qu'on a eu pas mal d'exchanges qui ont annoncé se mettre à Lightning, donc supporter le Lightning. Et c'est peut-être parce que c'est leur fait un peu peur en disant qu'ils étaient morts s'ils n'acceptaient pas. Et on a eu par exemple Cash App qui avait intégré pas mal de produits Bitcoin, le wallet, Lightning, être payé en Bitcoin, une partie de son salaire.
On a Robinhood aussi, pareil, wallet dans l'application Lightning. Et aussi, du coup, BitPay, ce que tu disais tout à l'heure, John, qui a annoncé supporter les paiements Lightning. BitPay, c'est un peu le. BitPay, c'est le précédent de. C'est ce qui est à l'origine de BitCity Server. C'est un truc pour accepter Bitcoin en e-commerce. Et jusqu'à maintenant, ils acceptaient. Enfin, ils prenaient que le on-chain pour la partie Bitcoin. Et depuis peu, ils supportent aussi Lightning. Sauf qu'un truc qui a fait pas mal polémique ces derniers temps, c'est que bah, au moment où tu veux payer ton truc en Lightning, bah, il te demande des KYC en envoyant des documents d'identité. C'est Et pour tous après, les il te lâche. paiements. C'est tous les paiements, je crois, hein, Ah oui? qui sont KYC. Je suis chez. D'ailleurs, l'UX il y avait des développeurs Fiat qui faisaient remarquer que l'UX de BitPay est vraiment moisi. Parce que t'as 15 000 méthodes de paiement, donc il faut trouver le bon truc. Alors qu'il faut, tu dois sélectionner ton wallet d'abord. Et si ton wallet il est pas dedans, bah faut chercher la méthode de paiement, etc. Plus le KYC, etc. Alors que tu voulais juste faire un paiement, tu vois, bah, c'est pas forcément l'exemple du X la plus réussie. Ok. Euh, Et bah, ouais. Qu'est-ce que tu voulais rajouter un truc? Ouais, je voulais rajouter parce que tu parlais de Cash App et comme je pense qu'on n'en parle pas, il y a un super rapport de Arcane Research qui est sorti sur le Lightning Network. C'est le deuxième qu'ils Ah font, je oui. pense, un truc comme ça. Et dans ce rapport, il y a une stat avec Cash App où en fait ils expliquent le nombre d'utilisateurs du Lightning Network et comment simplement en un an, en fait, on est passé de nous, la plebs, littéralement, à ensuite le Salvador et donc quasiment, allez, on va dire quelques millions de personnes. Et Cash App, c'est directement 80 millions d'utilisateurs qui sont intégrés au Lightning Network. Ouais, Donc, je sais ils pas font si bien. on veut parler rapidement de ça. Ouais, je pense qu'on fera un truc dédié pour l'insight de Arkane. Ce qui est juste qu'ils disent, c'est qu'en fait, ils parlent plutôt d'utilisateurs exposés au Lightning, pas des utilisateurs utilisant Lightning via Cash App. Mais ça reste quand même assez intéressant. Mais tu vois, c'est juste qu'effectivement, c'est un petit peu entre guillemets, à modérer, quoi. Ouais, le rapport Arcane, on va sûrement. On avait beaucoup de sujets cette semaine avec la conférence et puis tout ce qui est arrivé d'un coup. Donc on a choisi de pas le traiter, mais on le reprendra sûrement la semaine prochaine ou bientôt. Ah, avant de passer à Taro, on a un random qui veut dire quelque chose, intervenir. Ah ouais, un random carrément, ça respecte pas les auditeurs. C'est Snitchy, pardon. Allez, Snitchy, à toi la parole. Tout le monde. Je voulais reparler de Cash App. Ça fait là c'est récent qu'ils ont intégré Lightning, mais ça fait plusieurs années qu'ils ont le Bitcoin on-chain dessus, hein. Oui, Et, parce que, enfin, notamment parce que enfin, Jack Dorsey, c'est le boss de Cash App, du coup, il a quand même poussé le truc, il a quand même poussé Bitcoin sur l'application. Mais oui, mais là, ils ont annoncé des nouveaux produits, dont le support de Lightning. Enfin, c'était juste pour dire ça. et dans les autres stats un peu cool, c'était Robinhood. Leur premier achat récurrent, c'est Bitcoin. Donc pareil, eux, ils intègrent Lightning et clairement, c'est le plus gros appétit du marché avant toutes les autres actions. C'est Bitcoin. Autre petite stat plutôt bullish qui était importante. Ok, bah super. Et ben, si vous avez rien si aucun auditeur a une question, vous pouvez Tarot, vas-y, tarot. Allez, balance. Pardon, le micro, il Allez, était. business, Pardon, là, Taro, allez, c'est bon, je Taro. pensais que le micro était éteint. Désolé, ça, voilà. il y a Let's une go. question, mais c'est trader crypto, alors on va passer à Taro. Alors, ouais, bah, cette semaine, Lightning Labs a annoncé Taro, qui est un nouveau protocole permettant l'émission d'assets sur Bitcoin on-chain et sur Lightning. Donc, enfin, c'est carrément huge parce que c'est Lightning Labs qui le fait directement. On natif sur Lightning. On a, on a quand même RGB qui travaille depuis quelques temps sur quelque chose de similaire, mais c'est vraiment pas pareil parce que enfin, là c'est natif sur Lightning directement, alors qu'RGB peut faire, c'est presque une construction d'un réseau parallèle. Enfin bon, je m'égare un petit peu, je vais passer à ce truc. Du coup, ils ont annoncé en même temps la levée de 70 milliards de dollars pour Lightning Labs. Millions, 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 millions. millions, millions. Oui, pardon, ça serait vraiment utile. Ouais, 70 millions de dollars pour Lightning Labs.
Ce protocole, il repose sur Taproot. C'est pour ça il a mis du temps, il a mis du temps à arriver quand même. Et Taproot, on en avait déjà parlé, on avait fait même un épisode spécial, la mise à jour c'est la mise à jour la plus récente de Bitcoin qui, est- qui a été implémentée en soft fork en novembre. Ils ont publié toute la spécification de Taro sous forme de plusieurs bits, Bitcoin Improvement Proposals. Et à partir de maintenant, ils sont ouverts aux reviews par les pairs, développeurs, etc. de Bitcoin. Alors, Euh, ouais, ouais. vas-y. Je vais juste faire une petite remarque. On s'était beaucoup moqué de Taproot, comme quoi ça apportait finalement assez peu de choses pour l'utilisateur, ce qui est relativement juste. Nous, on avait fait un épisode spécial où on avait évoqué le fait que c'est un peu la mise à jour, c'est l'iceberg, c'est-à-dire qu'en fait en dessous, il y a un gros morceau qui est difficilement compréhensible pour le commun des mortels et même les utilisateurs plus plus. Et voilà, enfin là, ça a apporté des choses que on pouvait pas faire tout à fait de la même manière. Et c'est exactement ce qu'on voulait mettre en évidence. Et là, on a un exemple concret, c'est qu'effectivement, Taproot, on s'en est beaucoup moqué, mais voilà, ça débloque des use cases. Là, on a Taro, mais on en aura certainement d'autres à l'avenir qu'on ne sait pas encore définir. Et c'est du fait que c'est de la cryptographie quand même assez complexe pour le commun des mortels. Donc voilà, c'est juste je voulais mettre en évidence cet aspect-là. Ouais, et c'est uniquement Taproot et quelques autres nouvelles structures de données qui permettent Taro. Et ça nécessite pas du tout de soft fork, pas de mise à jour de Bitcoin. Donc c'est vraiment une mise à jour applicative et pas de consensus. Ouais, Guillaume. Ouais, bah c'est juste pour donner un peu plus de contexte sur pourquoi Taro ça arrive maintenant et le but un peu derrière Taro. Parce que vous savez, on en a déjà parlé ici, mais un gros challenge actuellement à propos de Lightning, c'était de développer des stablecoins sur Lightning, parce que c'est un use case, même si pour nous, ça n'a pas un grand intérêt, ça peut avoir un intérêt pour des gens qui n'ont pas accès au système financier traditionnel, etc. Et donc voilà, ça fait quelques mois qu'on entendait qu'il y avait des grandes pour développer des stablecoins sur Lightning, etc. Taro, ça vient principalement répondre à ce problème-là, même si, comme l'a dit Lounès, on peut développer plein d'autres assets dessus, et même des NFT pour les plus foufous d'entre nous. Mais donc voilà, ça répond principalement à cette idée. Est-ce qu'on peut développer je sais pas, des LUST, des Lightning UST directement qui vont être transférables sur Lightning? Euh, c'est aussi pour ça qu'ils ont réussi à lever 70 millions, parce qu'il faut bien comprendre que les compagnies qui ont investi dans Lightning Labs, elles parient aussi sur la taille gigantesque du marché des stablecoins. Et donc c'est ce qui fait un peu que, d'une part, ils ont pu lever autant de fonds, d'autre part, c'est super intéressant pour Bitcoin, parce que bon, déjà en termes de narrative, même si on n'en a pas besoin, ça reste intéressant, et surtout pour le Lightning Network, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vu que Taro est imbriqué en quelque sorte dans le Lightning, tous les échanges qui se feront avec des assets Taro, donc que ce soit des stablecoins ou d'autres assets, ils seront échangés par le système de liquidité qui est sur Lightning. Et donc les personnes qui font tourner leur propre node Lightning vont pouvoir bénéficier, entre guillemets, de ce nouveau flux économique sur Lightning. Et donc ça va rendre, entre guillemets, le protocole plus économiquement viable. Et ça va rendre le fait de faire tourner sa propre node un peu plus intéressant pour les plebs comme nous. Donc voilà. Ouais, c'est exactement ça. Enfin, t'as tout dit, vu que les assets Staro, ils utilisent directement le Lightning Network existant. Il n'y a pas besoin de bootstrap un nouveau network. Et ben, il va y avoir quand même normalement une grosse arrivée de volume et de liquidité sur Lightning et ça va carrément booster les fees pour les opérateurs de nœuds. Et, Et évidemment, s'il y a et plus de volume ça, sur Lightning, il y a aussi plus de volume sur la main chain Bitcoin. Excuse-moi, ouais. je te coupe, Younes. Et donc, ça veut dire que s'il y a plus de volume sur la main chain Bitcoin, ça favorise encore la transition vers seulement l'utilisation des fees et pas seulement les blocs subsidies pour les mineurs. Et donc, ça rend encore la chose plus économiquement viable. Donc, overall, voilà. Je sais que, enfin, je pense qu'il y en a pas mal d'entre nous qui se disent oui, rajouter des shitcoins sur Lightning, etc. Est-ce que c'est une bonne idée? Bah, la bonne nouvelle, c'est que si ça vous plaît pas,
Ça changera absolument rien pour la base layer de Bitcoin et vous Et serez c'est même pas obligé bénéfique. de Ouais. l'utiliser. Et Ouais. en plus de ça, même si vous êtes opérateur Lightning, vous n'aurez pas à gérer ça puisque tout se fera en natif Bitcoin. Vas-y, Lones, désolé. Ouais, ouais. Et ouais, du coup, je disais que c'est un des points les plus importants, je trouve, dans Taro, c'est que les assets, ils existent sur les bords du réseau. Ça veut dire qu'il y a que le premier et le dernier, les premiers et les derniers canaux de la route qui doivent supporter l'asset. Tout ce qu'il y a entre, t'as pas besoin d'avoir, enfin, ça passe pas que par des canaux de l'asset qui est transféré. Le premier canal, c'est l'asset en question, le dernier, c'est l'asset en question, et entre, ça peut être que du BTC. Donc, tu as juste, en fait, pour supporter un nouvel asset, amener un nouvel asset sur Bitcoin, tu as juste besoin de quelques nouveaux canaux en plus qu'il supporte, et après, toutes les routes entre, ça utilise le réseau déjà existant. Et ça, je trouve que c'est quand même un des points les plus importants de ce protocole. Et les nœuds qui sont au milieu de la route, en fait, ils perçoivent le paiement comme un paiement en BTC normal. Et puis, les nœuds qui sont aux extrémités, ils s'occupent du change quand ça arrive à un niveau. Et ouais, Roxy, tu voulais dire un truc, il me semble. Bah non, en fait, je voulais dire ça justement. Parce qu'on parlait de liquidité, Guillaume avait fait, ça utilise 100% Lightning. Je voulais faire la petite nuance que justement, c'était au bord. Mais tu l'as très bien expliqué. Du coup, il faudra quand même de la liquidité pour les utilisateurs de ces assets, mais enfin, pas pour le routage. Tu l'as expliqué. Random ou John, je pense que tu voulais dire la même chose que moi, John, non? Mais sinon, Random. Ouais, je voulais juste voilà, mettre en parallèle de OmniLayer. On en avait parlé il y a quelques semaines, qui est une proposition qui peut ressembler à Taro, mais dans lequel on pressent qu'en fait on va devoir faire une sorte de simili réseau secondaire. C'est pas très bien clair, mais en tout cas on le voit, on le représente comme ça. Donc la proposition, elle est quand même plus convaincante. Clairement, pour les viewers qui sont un peu perdus, ce qu'on veut dire, c'est qu'on n'a pas besoin de recréer le réseau par asset. Alors qu'il y avait d'autres solutions qui disaient, bon, on va recréer le Lightning, mais pour chaque actif, ce qui serait un bordel niveau liquidité et ce serait pas forcément possible de scale. Là, on n'a pas besoin, on utilise Lightning, il faut juste recréer sur les bords, comme Lunas l'a expliqué. Random, vas-y. Ouais, bah, je voulais dire que Taro, c'est très très bullish. Je voulais conseiller à Asher, du coup, de vendre ses Ethereum, puisque ça va pas durer très longtemps. L'agressivité. Mais en effet, par contre, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que là, le use case des altcoins, moi, depuis 4 ans, je trouve qu'il baisse, il baisse, il baisse, il baisse, hein, parce que Store of Value, c'est quasiment accepté qu'ils l'ont pu. Scalabilité infinie, ils l'ont plus non plus, on a Lightning. Et maintenant, on va avoir des stables sur Lightning en très bien, on va avoir d'autres actifs, NFT tout le bazar. Un petit peu ce qu'on disait, on pourra tout faire avec Bitcoin, et après, libre à vous de choisir si vous l'utilisez un truc natif à Bitcoin Lightning ou une autre crypto-monnaie, tu vois. Mais c'est très bullish pour Bitcoin, je trouve, Taro. Ouais, et aussi, un autre avantage et qui est bullish pour Bitcoin, auquel j'avais pas forcément pensé, que j'ai vu tout à l'heure, c'est que du coup, vu qu'il y a plus, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Guillaume, qui dit asset sur Lightning dit forcément plus de mouvements. Et qui dit asset on-chain dit aussi forcément plus de mouvements on-chain. Donc du coup, en fait, plus de mouvements on-chain, ça veut dire une viabilité meilleure des mineurs quand il y aura plus le block reward. Parce on se pose souvent la question de est-ce que quand il y aura plus le block reward, les mineurs ils seront encore profitables? Est-ce que les frais de transaction, ça sera suffisant? Mais du coup, avec des assets directement sur Bitcoin, en fait, il va y avoir beaucoup plus, enfin, le block space va être vachement plus utilisé théoriquement. Et donc, du coup, les transactions fees seront plus hautes et les mineurs seront profitables. Je sais pas ce que vous en Euh, pensez, vous, de ce point-là. ouais, moi j'ai une question technique pour essayer de mieux comprendre. Je comprends bien que pour faire du Lightning, on crée une transaction multisig on-chain. Là, pour faire du tarot, ce sera également une transaction. C'est que sur Lightning, du coup, ce sera juste un script entre nous. Est-ce qu'il y a Non, un vrai c'est pas que ancrage? sur Lightning. C'est pas que sur Lightning. Donc, il y aura une transaction qui doit être faite pour émettre l'actif et après même l'échanger. Enfin, l'échanger, non, c'est Lightning, mais j'ai du mal à comprendre à quel point ça va être demandant pour la blockchain Bitcoin de créer des actifs au-dessus. Je sais pas si techniquement quelqu'un sait. Si personne répond, je veux bien tenter.
sous condition que John et Lounès me corrigent si je dis une connerie, parce que c'est super technique. Donc on va essayer de pas dire de bêtises. J'avoue, j'ai pas écouté la question. Waouh. Moi, je crois avoir Ok. compris. En gros, Roxy, si je comprends bien, vu que ça utilise avant tout Taproot, t'es pas forcément obligé d'utiliser Lightning, c'est-à-dire que tu peux t'échanger des actifs Taro directement, on va dire, on-chain, parce qu'il y a un modèle d'adresse spécial BEC32 que tu peux utiliser. Et si je comprends bien, les informations qu'ils appellent les métadatas dans les différentes branches du Merkle Tree, elles sont en fait au niveau de Taproot. Et donc, par rapport à ça, ça fait que tu n'es pas forcément obligé d'utiliser Lightning et que si je comprends bien, tu aurais a priori besoin de faire qu'une seule transaction, par exemple, pour émettre un nouvel actif, etc. Et qu'ensuite tout se fait par rapport à ces leaves, à ces branches de Taproot. Corrigez-moi les autres si j'ai tort, mais il me semble que c'est ça. Et donc, pour répondre à ta question, ça serait pas une charge trop importante, a priori, pour la blockchain Bitcoin. Moi, je l'ai pas tout à fait compris comme ça. Non, le but, c'est vraiment d'utiliser Lightning pour la simple et bonne raison que c'est Oui, toujours mais c'est d'en pas faire. obligatoire, John. Bah, moi, de ce que j'en ai lu, si, et Ben non, t'as pas compris du coup. Alors, je te garantis que c'est écrit noir sur blanc, ça j'en suis sûr. T'es pas obligé d'utiliser Lightning. C'est sûr, non, Certains- mais c'est certains versus. billes pour ça. Oui, mais d'accord, ça, ok. Mais après, tu es obligé de faire des transactions on-chain. Oui, il n'y a pas de DAG comme sur RGB. Tu vois, enfin, ce que je veux dire, c'est que le but d'utiliser Lightning, c'est de décharger le layer Bitcoin. Et si tu le fais pas, bah, tu fais des transactions Bitcoin classiques. Mais c'est pas le but, en fait. Ok, donc pour comprendre, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez tout faire en on-chain, mais c'est pas pratique, donc autant utiliser Lightning, mais ça reste possible de faire tout en Exactement. on-chain, hein. Ouais, en fait, Exactement. Et c'est un script spécifique d'une transaction qui va récupérer des informations ailleurs pour garantir qui est les actifs. Taro, à la base, c'est un protocole qui permet de faire des assets sur Bitcoin. Et comme ça utilise certaines nouvelles structures de données avec Taproot et des nouvelles structures de données, et ben, ces assets-là peuvent être aussi transférables sur Lightning. C'est ça l'intitulé de base de Taro. C'est pas des assets Lightning en premier, c'est des assets Bitcoin qui fonctionnent sur Lightning grâce à certains procédés. Ouais, Coder. Ouais, moi, je voulais juste parler un peu de RGB et de tarot. Et j'ai lu les trucs et tarot, c'est très bien, hein. Comme vous dites, c'est plutôt bullish sur Bitcoin. Après, c'est vrai qu'il y a eu un bip de déposer. Il faut qu'on en discute. Mais après, et moi, je suis jusqu'au cou dans RGB depuis pas mal de temps. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes à régler sur la gestion de ces assets en dehors du réseau, on va dire, d'unités de compte Bitcoin, parce que ce ne sont pas des unités de compte Bitcoin, c'est autre chose. Donc, est-ce qu'il y a un DAG? Il y en a forcément un pour tenir comptabilité sur une time chain comme Bitcoin. Aussi sur le réseau, sur la conservation des données, la vérification des données par rapport aux données qu'il peut y avoir ou sur chaîne ou dans Lightning Network. Et là, je suis d'accord, c'est vrai que ça marche sur les deux. Le concept marche sur les deux. Voilà, il y a encore quand même beaucoup de boulot pour supporter lui-même en l'asset. L'asset en lui-même, est-ce qu'il sera programme? Est-ce qu'on pourra en faire je sais pas moi, des pools de liquidité ou des usages avancés comme il peut y avoir en DeFi? J'en sais rien, quoi. Et pour l'instant, ça reste très très flou, hein. C'est des technologies, c'est pas prêt avant plusieurs mois voire années, quoi. Voilà. Je pense que il a totalement raison sur ce point-là. Et nous, on est super hype sur Taro parce que voilà, on est des bitcoiners, etc. Mais voilà, il faut bien comprendre qu'on est encore au stade du début. Il faut même comprendre aussi que même Lightning, c'est encore au stade, mine de rien, d'une expérience. Et que donc tout ça, ça va mettre du temps à se faire. Après, c'est quand même intéressant de voir que ça se concrétise. Et moi, j'avais juste une petite critique par rapport à RGB. C'est que RGB, on en parle depuis 2 ans, mais il se passe rien. Et pour moi, Lounès l'a précisé au début, la grosse différence avec Taro, c'est qu'il y a 70 millions derrière. Et en fait, même si RGB, je dis pas que c'est le cas, mais même si RGB était supérieur
techniquement, quand tu as 70 millions derrière et Lightning Labs qui va backer ça, forcément, ça va accélérer le développement, forcément, ça va faire que ça va avoir plus de traction. Et donc, je pense que c'est un petit peu la fin, entre guillemets, de RGB. J'espère que ça l'est pas parce que la compétition, c'est toujours bon. Mais je pense que tant que RGB n'aura pas les mêmes moyens financiers que Taro, malheureusement, je pense que ça va pas aller très loin. C'est mon avis personnel, ça. Ouais, non, mais je suis d'accord. Hein, il y a rien à faire là-dessus. Hein, c'est pour ça que voilà, le rapport qu'il peut y avoir entre les deux est un peu étrange parce que ils bossent sur les mêmes sujets, mais il y en a un qui est financé et l'autre qui est pas financé. Mais après, c'est les mêmes sujets, on va dire. Donc, bah, c'est dommage voilà, de se passer de l'expérience qu'il y a déjà eu pendant des années sur ce sujet-là et dire, bon, bah voilà, on a trouvé une solution. Mais il y a encore du boulot à faire. Mais après, moi, je pense que ces deux types de protocoles sont amenés à se mélanger parce que, voilà, il y a des apports des deux côtés. Je pense que c'est pas quelque chose de définitif, que ce soit pour Lightning Labs ou pour Pandora et LNPBP et RGB. Euh, on verra, il n'y a pas des solutions qui sont toutes prêtes maintenant et qu'on va pouvoir utiliser demain. Il y a encore beaucoup de discussions, on va dire, que c'est un sujet Bitcoin, ça demande discussion. C'est pas, on peut pas dire bon bah voilà, c'est une boîte qui va faire tout le boulot. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme Lightning Labs. Ils ont tout le marché, et au final tout le monde dépend de leur truc et c'est vrai que ça met de l'attention sur justement le développement du protocole qu'il peut y avoir avec les boîtes qui gèrent les autres implémentations. C'est tout. Ouais, je suis parfaitement en phase avec ce que tu dis avec Codé, hein, il y a pas de souci. D'autant qu'on sait que Lightning Labs, quelquefois, ils font un peu leur truc dans leur coin, pas toujours très pas toujours très partageurs. On voudrait vraiment, je crois que c'est quand même écrit en fait explicitement qu'ils voudraient que ce soit intégré sur l'ensemble des implémentations Lightning et pas simplement sur la leur. Donc ça, je trouve que c'est plutôt intéressant comme état d'esprit en tout cas. Ouais, merci beaucoup pour ton intervention. Moi, je rajouterais par rapport à l'aspect financier. Moi, je pense que justement, le fait que Lightning Lab arrive à lever 70 millions, ça prouve qu'il y a un appétit pour ce genre de solution. Ça fait longtemps qu'on veut des stablecoins. Donc, finalement, ça peut dire qu'il y a des gens qui seront prêts à prêter également à RGB ou d'autres projets qui cherchent à être similaires et sponsoriser d'autres teams. Donc, moi, justement, je pense que ça légitime vachement que ça y est, maintenant, c'est mature, hein. C'est assez mature pour qu'on commence à s'étendre au-dessus que de Bitcoin ou des SAT sur Lightning. Donc, je vois pas que c'est comme un Lightning Lag va prendre tout le marché parce qu'ils ont un avantage, ils sont premiers, ils sont plus gros, ils ont 70 millions. Je vois comme, bah, du coup, maintenant, il va y avoir de la compétition et c'est bien. Et la solution la meilleure, au final, celle qui restera. Oui, c'est le marché qui décidera dans tous les cas. Et c'est même mieux qu'on ait plein de personnes. Le maximaliste va décider. Il n'utilise qu'une seule solution, donc ça va être assez. Oui, ouais, mais on a déjà eu le débat plein de fois. Tu vois, tu utiliseras telle solution, mais le commandant des mortels, il va prendre indirectement ce qui est peut-être le plus simple pour lui. Et un Oui. gars dans les marchés financiers va choisir quelque chose qui est peut-être plus sûr pour lui et plus privé pour lui. Et on aura différents protocoles et différentes solutions en fonction de la taille, le volume et ce que tu veux faire. Bah, de toute façon, c'est des protocoles, donc c'est des choses qui doivent subir des différentes implémentations et comme tu dis, la compétition. Et Lightning Network, on a plusieurs implémentations, Bitcoin, on a plusieurs implémentations, là, on aura plusieurs implémentations, puis c'est basta. Avançons sur les shitcoins sur Bitcoin. Ah, c'est inévitable, hein. Tu savais que ça allait venir. On le sait tous que ça va venir. Après, l'avantage, hein, comme ça a été évoqué plusieurs fois, c'est que ça change rien en fait au nœud intermédiaire. Donc, par exemple, un nœud de routage, lui, continuera avec Core Lightning, par exemple, ou Eclair, parce que ça marche mieux, etc. Il y a moins de bugs. Et bah, ceux qui seront un peu en bordure du réseau, qui veulent s'échanger des shitcoins, bah, ils les utiliseront enfin, sur cette implémentation. Et finalement, en fait, même s'ils sont tout seuls à faire leur truc, bah, ça changera rien pour ceux qui sont au milieu, quoi. Petite note aux éditeurs, Core Lightning, c'est le nouveau nom de C Lightning, la solution de Blockstream, l'implémentation de Blockstream. Oui, et pareil, quand on dit shitcoin, bon, ça peut être vraiment des trucs qui servent à rien, style Dogecoin, mais évidemment, on parle part de société, hein. Enfin, il y a plein de trucs utiles. Je pense que
Enfin, si on tokenise tout, il y aura forcément des choses utiles. Donc, c'est pas que c'est inutile. Faut prendre ça en compte. Moi, je parlais de Moula Coin, hein, rien que ça. Ouais, Mathieu, tu voulais intervenir? Je viens de te rajouter. Non, ok. Et du coup, on appelle ça comment? C'est de la TaroFi, parce qu'on a le DeFi pour Lightning DeFi, on a la BeFi, donc là c'est du Bah, bah, TaFi. non, c'est de la BeFi. C'est de la Oh, mais Bitcoin commencez pas, Finance. c'est Taro, c'est Taro. T-A-R-O, c'est tout. Il n'y a pas de faille, il n'y a rien du tout, c'est Taro. Il est parti l'autre, donc je pense qu'on peut partir sujet 3, je sais pas. Tu peux me l'épeler, Taro, je suis pas sûr de savoir comment il s'écrit. Ouais, T-A-R-O. Ok. Bon, j'attends 20 petites secondes si quelqu'un d'autre veut intervenir en bas à gauche pour demander la parole. Et sinon, on va passer au dernier sujet qui est Miniscript. En attendant, pour les auditeurs, sachez que Lunaz va bientôt apparaître sur la chaîne. Hier, on s'est amusé à faire un petit tutoriel de seed signer pendant 3-4 heures. Bientôt sur des coups Bitcoin. Et il s'est pas amusé qu'à ça apparemment, mais bon, ça sera peut-être pour un épisode. Ouais, non, on va garder les trucs, non, mais on se calme. Apparemment, ce sera réservé au Patreon, donc je vous suggère vivement de participer au Patreon de Roxy. Vous aurez du contenu extrêmement exclusif entre Nunes et Roxy. C'est pour ça qu'en fait, Roxy, il est super chaud sur Taro, en fait, parce qu'il va pouvoir faire le OnlyFans Taro, et ça, il en rêve depuis très très longtemps. Allez, sujet 3. Ok, bon, bah, si j'ai 3, on va passer à Miniscript. Et pour ça, bah, je vais te laisser, Antoine, en parler un petit peu. C'est un peu professionnel, si ça te convient. Et merci à toi d'être là. Oui. Salut à tous. Du coup, je pense que je vais présenter Miniscript. Pour commencer, je pense que c'est intéressant de comprendre pourquoi, quel est le besoin. Donc aujourd'hui, quand on écrit des scripts sur Bitcoin, c'est très compliqué d'arriver à faire quelque chose qui soit un minimum secure et qui marche tout court en fait, qui est vraiment la sémantique qu'on veut. Donc le premier gros point de Miniscript, ça va être sur la sémantique. Donc pouvoir implémenter en script le sens qu'on veut donner à un contrat. Ensuite, le deuxième, ça va être sur la généralité. Donc, une fois qu'on sort un petit peu des sentiers battus et des templates classiques de, je sais pas, par exemple, un 2/3 multisig ou un payer juste à une clé publique, etc. On a tout de suite un problème de comment est-ce qu'on va signer pour le script, mais c'est un abus de langage de dire signer, c'est plutôt comment est-ce qu'on va satisfaire le script, comment est-ce qu'on va créer un witness, ou avant ça s'appelait le script SIG, un witness qui va remplir les conditions du script pour bloquer les bitcoins, et surtout comment est-ce qu'on va ordonner toutes ces informations pour satisfaire le script et que le script tourne bien et que même si on a bien toutes les données pour le satisfaire, tout le monde s'en rende bien compte. Donc Miniscript va permettre ces deux choses et plus encore, et notamment la troisième chose qui permet, c'est de l'analyse statique de script. Donc étant donné un script, donc un contrat si vous voulez de manière générale, étant donné un contrat, on va savoir quel est le coût maximum pour pouvoir satisfaire ce contrat, quel est le coût maximum pour un input d'une transaction qui va dépenser des bitcoins depuis ce script. C'est très important, c'est pas comme ça paraît cool, mais ça peut devenir vite une feature de sécurité. Par exemple, pour un protocole off-chain, où tu vas avoir des transactions présignées, tu veux être sûr que ton fee rate, de connaître ton fee rate et savoir que si tu signes une transaction avec un haut fee rate, premièrement, il n'y a pas un autre chemin de dépense sur le script qui permet de dépenser avec beaucoup plus de bytes et du coup, avec une transaction beaucoup plus grosse et par conséquent, du coup, de baisser énormément le fee rate et ta transaction qui pourrait peut-être ne pas se confirmer. Ensuite, cette analyse statique, elle s'étend aussi également à la malléabilité. Donc, encore une fois, ça peut être un problème de sécurité pour des protocoles off-chain et c'est un problème pour n'importe qui. Donc, déjà depuis Segwit, on n'a plus le problème ça va pas rompre une chaîne de transactions.
de cette maniabilité. Mais ça peut poser quand même toujours plein de problèmes. C'est qu'on peut, si on a mal fait le script, on peut gonfler la taille de la transaction, baisser le fee rate. On peut créer des conflits sur le réseau pour empêcher le relais d'une transaction à bien jusqu'aux miners. Ça peut créer plus de round trip. Après, là, on rentre plus dans les détails. Mais aujourd'hui, les nodes sur Bitcoin, ils utilisent leur même pool pour pas redemander les transactions qui étaient déjà dans un bloc quand il y a un nouveau bloc. Et du coup, ça peut causer plus de bandes passantes s'il y a un con qui s'amuse sur le réseau à malayer toutes les transactions et en envoyer différentes versions aux quatre coins du réseau. Au final, ça va faire un effet systémique où tout le monde va utiliser plus de bandes passantes. Ça va augmenter la bande passante de Bitcoin. Voilà pour l'intérêt. En clair, c'est sûrement le seul moyen pour pouvoir utiliser Bitcoin Script. Oui aussi. Miniscript, c'est Bitcoin Script, donc tous les miniscripts sont des scripts eux-mêmes. Donc c'est un pour un avec un Bitcoin Script. Donc on va avoir des fragments de miniscripts, par exemple un PKK qui va être un push de public key. On va avoir un holder qui va être un check sequence verify, donc un time lock relatif. On va avoir un after qui va être un check lock time verify, etc. Donc tout ça, ça va être vraiment du one-to-one avec des opcodes de Bitcoin Script. Et ensuite, il y a un deuxième langage qui est le langage de policy qui lui va être compilé au miniscript. Voilà, miniscript a été inventé par Peter Welle et Andrew Poelstra et aussi Sanket Kanjalkar principalement. Voilà à peu près en termes de présentation. Vas-y, John. Ouais, du coup, je remercie Antoine. Vous avez remarqué, c'est très technique, mais en fait, on a en face de nous une personne qui contribue à Bitcoin. Donc, je ne sais pas si on peut te décrire comme Bitcoin Core développeur. Tout du moins, tu as contribué aussi beaucoup à C-Lightning, donc maintenant Core Lightning. Donc voilà, tu es un très très gros contributeur. Je veux juste contextualiser d'où tu viens. Ma question, ouais, comme tu l'as dit, ça a été merge dans Bitcoin. On est bien d'accord, c'est pas tout nouveau, hein, Miniscript. Qu'est-ce que ça apporte directement le fait que ce soit merge? Parce que j'avais le sentiment que ça pouvait déjà être utilisable. Or là, je me rends compte que peut-être que je me suis un peu avancé. Qu'est-ce que tu peux m'en dire dessus par rapport à ce merge récent? Non, c'était complètement utilisable déjà. Moi, je l'utilise avec Revolt, Blockstream l'utilise en interne. D'autres gens l'utilisent. Jérémy l'utilise pour ses trucs de CTV. Donc, il avait une extension avec CTV. Je crois que les mecs de RGB l'utilisent, mais je comprends jamais trop. Et qui c'est d'autre? J'ai oublié son pseudo. Et celui qui fait des Federated Tramian Banks l'utilise aussi. Donc c'est utilisable. Le fait que ça soit merge dans Bitcoin Core, c'est l'aboutissement surtout de la finalisation de Miniscript. Ça a été publié première fois sur la mailing list en 2019 par Peter. Et donc ça fait 1 an qu'on s'est dit bon, on va tout finaliser. Donc il y avait un repo sur le GitHub de Peter. Et le merge dans Bitcoin Core fait un peu office de standard, même si en soi ça devrait pas l'être, mais il se trouve que ce qu'on va merge sur Bitcoin Core, ça ne va pas changer et on va pas break la compatibilité. Du coup, ça envoie un signal à tout le monde de Miniscript V1 est prêt. Et oui, du coup V1 parce que pour l'instant Miniscript est seulement défini officiellement que sur la version 0 de Segwit, le Pay to Witness Script Hash. Du coup, pas encore de taproot. Il y a Sanket sur Rust Miniscript qui a commencé à faire pas mal de taproot, mais il n'y a pas de spécification concrète pour l'instant. D'accord, tu t'as répondu à la question que j'allais te poser, effectivement, pas de taproot encore. Mais du coup, c'est à l'étude, ouais, Ouais. Ouais, okay. Ouais, c'est à l'étude. Ça va pas, enfin, il n'y a pas besoin de tout refaire. Il va falloir changer 2-3 opcodes, vu qu'il n'y a plus de check multisig, par exemple, ça va être des check exceed add, du coup, le fragment, le multi, c'est le fragment sur Miniscript V0 qui correspond à un check multisig. Donc, lui, il va plus être là, et on va avoir ce qu'on appelle un multi-A qui va correspondre à un ensemble de check sig add.
Il y a ça, et il y a surtout le travail sur le compiler qui va être énorme. Donc le miniscript en lui-même va pas trop changer, c'est que tu auras plusieurs branches avec des miniscripts. Et donc le taproot, le descriptor taproot, ça va être une espèce de grosse fonction. Donc tr, ouvrez les parenthèses, le premier miniscript pour la première branche, le deuxième miniscript pour la deuxième branche, etc., etc. Et du coup, le compiler qui va prendre une sémantique de moi je veux un script qui va avoir une hotkey qui peut seulement dépenser après 6 blocs et sinon une cold key qui peut tout le temps dépenser immédiatement. Je dis un truc au hasard. Et ben le compiler aujourd'hui il va essayer d'optimiser pour le meilleur script en fonction des probabilités de dépenses. Mais là, avec Taproot, ça ouvre un champ des possibles énorme parce que tu peux avoir toutes les disjonctions, tous les ou, en fait, ou ça, ça peut tout être dans des branches différentes. Donc c'est là où on va gagner beaucoup et aussi que ça apporte un peu de complexité. C'est là où va se concentrer le travail. Eh ben les gars, merci beaucoup pour tous les viewers. Vous avez du boulot, hein. On sort les livres et on apprend. Ouais, on a Guillaume qui voulait intervenir. Ouais, moi j'ai juste une question qui est peut-être super débile, mais je vais la poser quand même parce que ça m'intéresse. Tu as mentionné CTV et Jérémy Rubin. Est-ce que Miniscript, il y a une comparaison avec Sapio ou est-ce que c'est un rapport? Enfin, c'est quoi le rapport entre les deux? Ouais, c'est pas débile du tout. C'est pour ça que je mentionnais son travail, c'est que Sapio c'est basé sur Miniscript. Ok, et donc en gros, si on veut avoir BIP 119, est-ce que du coup c'est vraiment une bonne nouvelle que Miniscript ait été merge ou vraiment ça n'a rien à voir? Non, complètement. Je pense que dans tous les cas, tous les utilisations avancées de Bitcoin vont devoir utiliser Miniscript à partir de maintenant. Enfin, étaient déjà obligés et c'est juste qu'elles n'existaient pas avant parce qu'il n'y avait aucun moyen d'utiliser Bitcoin Script pour des trucs avancés de manière safe. Donc, on en a un et maintenant il est standardisé, il a été merged encore, donc ça devrait pousser les gens à transitionner vers ça. Et je pense pas que CTV fasse exception. Ok, nice. Donc en fait, c'est plus une histoire de légitimité qu'autre chose, quoi, si je comprends bien. C'est de pas avoir de legacy en fait. C'est que tu vas avoir donc derrière Miniscript, t'as les output descriptors. Est-ce que vous voyez ce que c'est ou pas? Il faudrait le rappeler pour les auditeurs quand même. Du coup, les output script descriptors, ça prédate Miniscript, mais c'est un peu c'est le même concept. C'est que plutôt que avoir toutes ces données implicites pour décrire des outputs sur Bitcoin, genre avoir des derivation paths spéciaux sur des xpub, avoir des xpub, des ypub, des zpub, des je sais pas quoi pub, au bout d'un moment, au lieu de tout hard-coder sans arrêt et implicitement avoir les recoveries et avoir des utilisateurs qui perdent des fonds, ce qu'il y a, c'est qu'il faut backup les scripts dans lesquels on bloque les bitcoins avec nos clés. Et du coup, comment est-ce qu'on décrit ces scripts? Le langage d'output descriptor, c'est ça. Donc, ça va être un WSH, ouvrez les parenthèses, et le script pour un script. Ça peut être du miniscript, mais ça peut être simplement un WPKH et une clé publique qui veut dire un pay to witness public key hash. J'ai oublié pourquoi je disais ça. Je me suis perdu. C'était quoi ta question déjà, Guillaume? C'est l'explication des output descriptors. Et si je peux résumer, du coup, c'est juste une manière standardisée de représenter les backups de script pour les multisigs, etc. Du coup, vas-y, repose ta question, Guillaume. Non, c'était ça, mais en gros, j'avais juste dit qu'en gros, c'était le fait que ça a été merge, c'était plus une question pour légitimiser, entre guillemets, l'utilisation de Miniscript et le rendre un petit peu plus démocratisé, quoi. Oui, en fait, voilà, c'est ça. Désolé. C'est là où j'étais perdu. C'est que du coup, les gens ont aujourd'hui, par exemple, tu vas prendre un BTPay server, comment est-ce que tu vas backup la xpub que tu vas mettre sur ton BTPay server? Tu vas backup ta xpub. Mais en fait, ça veut dire que tu sais qu'ils dérivent les clés à cet endroit-là et que tu sais qu'ils utilisent ça comme script. Et si eux, ils veulent dire, bon, maintenant, on va faire un truc sérieux, on va utiliser des output descriptors, on va faire utiliser à tous nos utilisateurs des backups d'output descriptors. Et après, en fait, pour Miniscript, on va changer le format et on break tous les utilisateurs. Donc, c'est plus dans ce sens-là où les gens étaient plus frileux de venir utiliser un nouveau standard tant qu'il n'était pas vraiment fini de standardiser, disons.
Ok, Bonjour ok, tout le nice. monde. Nice. Juste un mini commentaire tout juste pour ceux qui voudraient voir concrètement Miniscript. Il y a un site que j'adore, c'est min.sc, donc min.sc, et ça donnera peut-être une illustration un peu concrète des formats, des use cases, des conditions qu'on peut scripter avec Miniscript. Voilà, c'était juste pour donner le lien. Ouais, bah, merci beaucoup, Nicolas. Et ouais, du coup, si je peux essayer un petit peu, Minscript, c'est un langage simplifié pour utiliser Script. Et on n'a pas forcément expliqué aux auditeurs qui sont pas familiers avec le fonctionnement de Bitcoin ce qu'est Script. Si tu peux dire un petit mot là-dessus, sur les conditions de dépense, etc. Oui, quand on envoie des coins sur Bitcoin, c'est la définition originelle du smart contract de Nick Szabo. C'est une transaction financière, des conditions qui décrivent une transaction financière. Donc ces conditions, elles sont sur Bitcoin écrites dans un langage très rudimentaire et très surprenant, s'appelant script, qui est sûrement une addition, si on fait un peu d'archéologie, qui est sûrement probablement une addition très tardive à Bitcoin, qui a causé pas mal de problèmes dans le passé. Et du coup, c'est dans ce petit langage très limité qu'on va définir les conditions de dépense de Bitcoin. Donc, on peut faire une seule transaction et envoyer un Bitcoin à une clé publique après 6 blocs. Après, à faire une deuxième sortie de transaction avec un autre script qui va envoyer des Bitcoins selon une autre dépense. Voilà, donc c'est ça script. Donc ça va être, tu vas avoir d'un côté dans les outputs, dans les sorties de transaction, les scripts qui définissent les conditions de blocage, et dans les entrées de transaction, les scripts ou du coup maintenant des witness parce que ce sont plus des scripts complets qui vont donner les éléments de données pour satisfaire et pour débloquer les bitcoins et du coup valider la transaction, ce qui rend la transaction valide. On a le droit de dépenser ces bitcoins. On a donné les bons éléments pour débloquer le script. Ok, c'est ça. Donc, dans les sorties de transaction, t'as les conditions à valider pour déplacer les fonds, en gros, et puis dans les entrées, tu les valides. Puis, peut-être si je peux me permettre, aussi dans la sémantique, c'est vrai que quand on fait des multisigs un peu complexes ou autres, c'est vachement plus facile de lire le mini-script où on aura un ensemble de clés et on pourra dire que voilà, après un timeout, c'est tel autre ensemble de clés qui peuvent signer. En fait, toutes les conditions sont vraiment lisibles plus facilement. Voilà, peut-être juste Ouais, pour étayer sur le côté sémantique, c'est vrai que ça se lit plutôt bien. exactement. Et du coup, tu me rappelles qu'il y a un truc que j'ai pas mentionné. C'est super intéressant pour des hardware wallets, pour avoir des hardware wallets qui gèrent des scripts généralistiques. En fait, ça va être super bien d'avoir mis script parce que autant le compiler, il peut passer d'une policy un petit peu abstraite de dépenses, telle clé, après telle time lock, et ensuite la compiler vers un mini script qui est plus lisible que du Bitcoin script, loin de là, mais qui est quand même un petit peu rustre. Donc il y a plein d'informations de type, etc. Mais ce qu'on peut faire, c'est aussi lifter, donc passer de l'inverse, prendre un mini-script, et à partir de ce mini-script, donner une manière beaucoup plus abstraite de représenter les conditions de dépense, en étant sûr que ce sont les conditions de dépense, qu'on peut pas passer à côté, etc. Ce que sont c'est ce que le langage nous assure. Et du coup, tu pourras avoir un hardware wallet qui va te dire, il va être envoyé, on va lui envoyer le mini-script, on va lui envoyer la transaction à signer, et du coup, qui va te dire, est-ce que tu veux dépenser ces bitcoins en allant vers un output qui définit ces conditions, ces conditions, ces conditions. Alors qu'aujourd'hui, c'est juste impossible, mis à part montrer un bitcoin script à l'utilisateur sur l'écran de hardware wallet, quoi. Ah, super, merci beaucoup. Et du coup, moi, j'ai une question par rapport à Revolt. De mémoire, vous avez besoin du coup de mini-script, c'est ça? Et c'est pour ça que c'était si important pour vous, pour faire ce que tu viens de décrire. Oui, enfin, besoin, oui. Fondamentalement, non. Parce que rien ne nous empêche d'écrire nos scripts à la main, mais c'est quelque chose que je veux absolument pas faire. C'est juste, ça serait juste pas raisonnable du tout. Premièrement, d'écrire des scripts à la main pour des utilisateurs sur des trucs assez compliqués comme ça, et en plus les réécrire à chaque fois que la configuration doit changer.
C'est-à-dire qu'avec Miniscript, tu veux rajouter un utilisateur du côté gauche, en enlever deux à droite, boum, tu changes, tu recompiles, et t'as de nouveau un Miniscript qui est safe à utiliser, que t'es sûr, etc. C'était juste absolument pas raisonnable de faire Revolt sans Miniscript, ouais. Peut-être pour les auditeurs, que si tu peux expliquer Revolt en une minute, qu'est-ce que vous essayez de faire? Je pense qu'on en a jamais parlé sur la chaîne. Si vous voulez, il y a un podcast chez Univers Bitcoin de Revolt. Ouais, c'est un vault, du coup, c'est un moyen d'avoir des conditions de dépense beaucoup plus complexes que ce qu'on a aujourd'hui, donc d'où Miniscript, pour dans un contexte d'organisation pour Revolt. Donc il y a eu des vaults sur Bitcoin pour différentes choses, donc à titre personnel avec une clé hot, une clé cold, avec des transactions qu'on présigne et ensuite on delete la clé privée et du coup bah on est obligé d'utiliser cette transaction, ça devient comme un covenant. Ensuite avec les upcodes de covenants notamment, il y a énormément de propositions de vault qui vont permettre de réduire la vitesse pour tirer des fonds d'un vault. Par exemple, on va pouvoir dépenser que 0,1 Bitcoin toutes les heures parce qu'il y a un time lock, il y a un covenant qui enforce ça, que ça revienne à chaque fois dans les outputs des transactions, à chaque fois qu'on dépense, avec Revolt, ça va être dans un contexte d'organisation où les bitcoins sont partagés entre plusieurs, du coup on appelle ça des stakeholders, et ils vont pas vouloir les manager. Donc tu vas les déléguer à des managers et tu vas pouvoir enforcer des conditions avec des transactions off-chain sur comment ces bitcoins vont être utilisés par les managers. Ça permet de passer de manière safe à un plus petit multisig, genre un 2/3, et de recevoir des bitcoins sur un 5/5. Donc, vous imaginez qu'on a 2-3 scripts qui sont un petit peu complexes et c'est pour ça qu'on utilise Miniscript là-dessus. Nickel, super clair. Merci beaucoup. Après, j'ai peut-être un mini commentaire, parce que je trouve que c'est hyper bien d'en avoir parlé, même si c'est peut-être le hasard, mais à la suite des assets qui pourront être transférables à travers Taproot et donc compatible Lightning. C'est c'est que, en fait, c'est quand même un petit peu ça aussi, dans le sens où, euh, avec cette possibilité d'avoir des templates de signature et des accords entre des participants qui sont un peu plus élaborés, on peut tout à fait, effectivement, Revolt est, à mon avis, dans une voie là-dessus, sur pouvoir définir des conditions dans lesquelles certains assets sont gérés par un groupe de manière un peu autonome, un peu spécifique, et du coup, d'avoir des règles d'assets spécifiques, en fait. Et donc, soit on le fait sur des layers, soit on le fait sur des groupes de jetons qui sont comme ça, sous des conditions spécifiques, soit effectivement on peut le faire sur des on-chain sur Taproot. Mais c'est intéressant de voir dessiner cet écosystème de possibilités d'assets finalement. Voilà, c'était juste pour faire la remarque que je trouvais que la transition était assez intéressante entre les deux sujets. Ok, bah, merci pour ton intervention, Nicolas. Et on va bientôt clôturer, je pense. Il est déjà 19h10. Donc j'attends encore quelques secondes, le temps de voir si les auditeurs ont des questions. Je rappelle, c'est en bas à gauche pour demander la parole. En tout cas, merci beaucoup Nicolas, Antoine et Witcoder pour vos interventions. C'était très cool et très clair. Et pour la mienne, du coup, tu me remercies pas, c'est ça? Non, mais toi, t'es là toutes les semaines. Je vais pas te dire merci toutes les semaines. Je l'écris déjà sur les tweets à chaque fois. Je te dis merci, Guillaume, à chaque fois. Putain, c'est fou, il me remercie jamais, quoi. Je suis dégoûté. T'as même une page entière sur le site pour toi, alors qu'RGB, ça fait 6 mois que je dois faire une série vidéo que j'ai jamais fait. Et j'ai jamais interviewé Antoine. Et j'ai jamais mis sur Brise. Vous voyez, vous dites que les Maximalistes sont toxiques, mais on est toxiques en premier lieu entre nous, hein, donc vous êtes plutôt tranquille en fait. Hein. Pas de pitié, jamais. Bon, bah, vu qu'il n'y a aucune question qui arrive, on va clôturer. Et puis, je vais laisser Randy faire ça. J'ai assez donné pour en vidéo hier.
Ok, si tu veux. Mais c'est marrant parce que tu m'as aidé hier. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous tous d'être venus. Vous pourrez retrouver évidemment l'enregistrement sur l'entonnoir de Bitcoin, le podcast et la chaîne YouTube Découvre Bitcoin ou sur le site internet. Pour tous les liens qu'on a discutés aujourd'hui, il y en a un paquet, ce sera dans la description directement. Voilà, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup aux intervenants. Merci Guillaume, John et FM et également Lounès pour être venu. Merci au Patreon de rendre ce projet possible et si vous voulez apprendre à utiliser Bitcoin, Découvre Bitcoin ou l'Académie Bitcoin, vous aurez déjà 7 cours disponibles, débutants, experts et intermédiaires pour apprendre à faire tourner un nœud, sécuriser vos clés et peut-être un jour atteindre le niveau d'Antoine. Mais clairement, on n'est pas encore sur Découvre Bitcoin. On n'a pas encore assez de contenu. Donc l'université, il y a du chemin. Allez, bisous à vous tous. Au revoir. Merci, salut. Et allez l'OM hein, contre Montpellier 3-0 ce soir. Bonne soirée. Bisous. Merci à tous. Au revoir. Bisous. Merci à tous, bonne soirée. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis.